Après avoir vu la détermination de Yuji, Akari s'assoit et écoute leur histoire. Il est choqué d'apprendre que Gojo a été scellé et Panda ajoute que Masamichi Yaga est mort récemment dans un combat contre Gakuganji après Shibuya. C'est la première fois que tous entendent parler de la mort de Yaga. Yuji et Megumi s'inquiètent pour Panda puisque Yaga était pratiquement comme son père. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, il n'est pas mort à Shibuya, il a simplement eu un différend avec ses supérieurs. Akari avoue être abattu maintenant que toutes les personnes qui se sont occupées de lui ont disparu, probablement en référence à Yaga, Gojo, Nanami et peut-être même Geto avant sa mort. Akari accepte d'aider à combattre lors de la traque mortelle, mais précise qu'il s'agit d'un marché. Ils devront lui rendre la pareille un jour. Panda veut en savoir plus et lui demande ce qu'il désire en échange. Megumi intervient et affirme que ça ne sera pas un problème, ce qui agace Akari. Akari l'insulte, le traitant de tête d'oursin, et lui demande pour qui il se prend pour répondre à sa place. Megumi réplique calmement qu'il est le chef du clan Zenin. Akari est encore plus surpris par cette révélation que par la nouvelle concernant Gojo et Yaga. S'il parvient à mettre l'une des trois grandes familles dans sa poche, il y aura peut-être moyen qu'il ait son mot à dire lors de la révision des règles. Le problème, c'est de savoir comment continuer à faire tourner son Fight Club sans que les Zenin n'y mettent leur nez. Ironiquement, le lendemain même, Maki anéantira entièrement le clan Zenin. Après cette révélation, Akari commence à parler gentiment à Megumi. Après s'être mis d'accord, Yuji annonce qu'ils doivent décider dans quelle colonie se rendre. C'est alors que Kogane, l'interface du jeu expliquée au début de l'arc, apparaît au-dessus de Yuji et émet un bruit strident. Kogane annonce qu'un joueur vient d'ajouter une règle à la traque mortelle. Chaque joueur peut désormais accéder aux informations suivantes concernant les autres joueurs, leur nom, leur score, le nombre de règles ajoutées et la colonie dans laquelle ils se trouvent. Cette règle a été ajoutée par un homme mystérieux nommé Kashimo Hajime, un exorciste de plus de 400 ans qui cherche Sukuna et domine actuellement la colonie numéro 2 de Tokyo. Après l'annonce, Kogane se présente à Yuji avec une voix différente, endossant désormais le rôle d'entremetteur pour le groupe de Yuji. Megumi ne comprend pas et demande pourquoi Itadori compte déjà parmi les joueurs. En dehors des exorcistes ayant reçu des reliques ou des techniques de la part de Kenjaku, on ne devient joueur qu'une fois entré dans une colonie. On a alors un flashback des paroles de Kenjaku. Ceux qui, comme Itadori Yuuji, abritent des reliques, les reliques maudites qu'il a offertes, sont ce qu'il reste des exorcistes avec lesquels il a pactisé il y a 1000 ans. Cependant, il ne s'est pas limité aux exorcistes. Bien que cette histoire remonte à plus de 1000 ans, tous étaient des humains qui ont réellement existé. Yuji pense que cela a un lien avec Sukuna. Il serait peut-être devenu une relique après avoir passé un contrat avec Kenjaku. Megumi souligne que c'est étrange car Yuji a avalé les doigts de Sukuna de son plein gré. Yuji demande à Kogane d'afficher ses propres informations de joueur et Megumi utilise la liste pour identifier Kashimo comme celui qui a ajouté la règle. Il a déjà engrangé 200 points au total, ça veut dire qu'il a tué au moins 40 personnes en quelques jours. Ça ne présage sûrement rien de bon, ajoute Yuji. Megumi pense qu'ils peuvent survivre à la traque mortelle sans tuer qui que ce soit en forçant un joueur ayant suffisamment de points à ajouter une nouvelle règle. 2 joueurs correspondent déjà à ce profil, Hajime Kashimo et Hiromi Iguruma. Pour sauver Tsumiki, la première règle à ajouter devra compenser la règle numéro 8 qui stipule que tout joueur n'accumulant aucun point pendant une durée de 19 jours se verra privé de sa technique d'exorcisme. Megumi propose ensuite d'ajouter une règle permettant aux joueurs de transférer leurs points entre eux, puis une autre permettant de dépenser des points pour quitter définitivement le jeu. Akari ajoute que cela va à l'encontre de la 7e règle, mais Megumi pense que cela pourrait fonctionner sous certaines conditions. De toute façon, la décision finale revient au maître du jeu. Quoi qu'il en soit, l'équipe a désormais un plan. Tout en cherchant l'exorciste nommé Ange, ils partiront aussi à la recherche de Hajime Kashimo et de Hiromi Iguruma afin de les vaincre et récupérer leurs points. Nous nous retrouvons au beau milieu d'un procès criminel japonais. Il est expliqué que le système de justice pénale japonais affiche un taux de condamnation de 99,9%. Un jeune homme assis explique qu'il avait un chat qui s'est perdu. En le cherchant, il a été confronté à la police. Face à un choix difficile, le jeune homme décide de fuir car son chat serait mort, étant donné que là où il vit, il est interdit de posséder des animaux. On apprend qu'en mars 2016, dans la ville de Morioka, département d'Iwate, les corps d'une mère et de sa fille sont découverts à leur domicile, couverts de sang. Non loin de là habitait Keita Oe, rapidement désigné comme le principal suspect de ce double meurtre avec effraction. Il est arrêté puis convoqué devant le tribunal.
Les informations disponibles sont les suivantes. Lors d'un contrôle de routine, Keita prend la fuite alors que les policiers l'interrogent sur son activité professionnelle. Les agents le poursuivent jusqu'à son domicile où il retrouve un couteau couvert de sang. Naturellement, il nie les faits, mais il est arrêté sur le champ. Une analyse ADN révèle que le sang présent sur la lame correspond à celui des victimes. Même après la présentation de ce couteau comme preuve accablante, il continue de clamer son innocence. En révisant l'affaire avec sa collègue Shimizu, Iguruma explique que Keita lui a dit avoir ramassé le couteau même s'il ne lui appartenait pas. Évidemment, Shimizu n'y croit pas une seconde et pense plutôt qu'il a fui parce qu'il était coupable. Pourtant, Iguruma soutient que Keita s'est enfui uniquement parce qu'il avait été harcelé illégalement par la police par le passé, ce qui l'a rendu méfiant envers eux. Il affirme qu'il comptait remettre le couteau plus tard, car le foyer où il vivait était louche et ne lui permettait pas d'appeler la police. La raison de cela est que son travail dans ce foyer consistait à s'occuper de personnes âgées sans ressources. Les employés y reçoivent un logement et un peu de nourriture, mais ne sont payés qu'au noir une fois par an, au Nouvel An, tout en étant surfacturés chaque mois pour le loyer. Évidemment, cela affecte fortement les conditions de vie des résidents. Plusieurs d'entre eux ont un casier judiciaire. Et depuis le séisme de 2011, les fonds d'aide ont afflué dans la région, entraînant l'apparition de nombreuses organisations caritatives douteuses. Iguruma pense qu'il est probable que l'arme traînait simplement là et que Keita dit la vérité. Il réfléchit à un niveau supérieur et est probablement l'un des seuls avocats au Japon à s'opposer frontalement au système judiciaire. Iguruma décide de prendre l'affaire. Il continue à rassembler des informations pendant que son assistant surmené s'occupe de pratiquement tout le reste. Le duo surpuissant travaille sans relâche jusqu'au jour du procès. Et ce jour-là, contre toute attente, ils obtiennent un verdict d'innocence pour Keita. Shimizu est surprise par cette victoire, mais Iguruma sait que les procureurs vont immédiatement faire appel. Lors d'une réunion après le procès, Iguruma révèle à Keita qu'aucun objet volé n'a jamais été retrouvé dans sa chambre et qu'une personne du foyer a disparu peu après le crime. De plus, Keita apparaissait sur une caméra de supérette exactement au moment du meurtre. En entendant cela, Keita remercie Iguruma, mais l'avocat insiste sur le fait qu'il y aura un second procès. Keita précise alors qu'il voulait simplement le remercier de lui avoir fait confiance. Malheureusement, comme souvent lors du procès en appel, le système judiciaire japonais brisé déclare Keita coupable et le jeune homme est condamné à la prison à vie. Il est expliqué que les avocats indépendants comme Iguruma disposent de peu de moyens et de personnel. Les procureurs publics, eux, ont accès à l'argent des contribuables et à une force de travail bien plus importante. Ainsi, aucune nouvelle preuve n'est présentée lors du second procès et la Cour rend son verdict sur l'argument bancal qu'il n'y a aucune raison de suspecter la personne disparue après le crime. Ce qui est absurde, car ce type est très probablement le véritable meurtrier et on enferme un innocent à sa place. Quoi qu'il en soit, un troisième procès devant la Cour suprême est peu probable car elle refuse la majorité des dossiers. Obtenir un jugement équitable est presque impossible et le système a considéré Keita comme coupable dès le départ. Et malheureusement, c'est une réalité présente dans de nombreux pays. Désespéré et en colère, Keita regarde Iguruma avec tristesse et déception. Sous le choc, Iguruma se demande pourquoi ses clients le regardent toujours ainsi. Perdant un instant pied avec la réalité, il repense à une discussion sur son état mental où il affirmait vouloir sauver les plus faibles. Il a toujours été quelqu'un incapable de détourner le regard. La justice est censée être aveugle, mais les gens ferment les yeux pour éviter les demi-vérités de la réalité. Même s'il est seul, Iguruma affirme qu'il veut garder les yeux ouverts. De retour au tribunal, le juge annonce que toute objection doit être déposée sous 15 jours. Furieux et déterminé à changer les choses, Iguruma interrompt brutalement la séance et frappe la table avec un marteau, qui se révèle être son propre maillet de juge. Tout le monde dans la salle est stupéfait. Alors que Shimizu recule, une immense malédiction sombre commence à se former derrière Iguruma. Refusant de laisser ce procès se conclure sur une telle injustice, Iguruma déclare que personne n'a le droit de quitter la salle car un nouveau procès commence maintenant. On retrouve Kenjaku littéralement en train de se faufiler près de Sasaki et il s'excuse. C'est la fille du tout premier épisode ou chapitre, l'amie d'enfance de Yuji, celle qu'il avait sauvée au tout début de l'histoire avant de devenir le réceptacle de Sukuna. Effrayé comme n'importe qui le serait en se réveillant avec un inconnu à son chevet, Sasaki lui demande qui il est. Kenjaku lui explique alors qu'il est un exorciste et qu'il a placé une barrière autour de la région, transformant celle-ci en une arène mortelle où les participants doivent s'entretuer. Sasaki lui demande s'il ne pouvait pas faire ça ailleurs que chez elle. Il rigole et ajoute qu'elle a de l'humour. Il précise que le centre de cette barrière correspond aux vestiges d'un ancien site d'exécution avec un rayon d'environ 5 à 6 km.
Il ajoute qu'il a dû surmonter de nombreux obstacles pour ériger cette barrière et qu'il ne peut donc pas imposer de conditions déraisonnables. Kenjaku informe Sasaki que les gens déjà à l'intérieur de la barrière n'auront qu'une seule chance de s'en échapper. C'est ainsi qu'ils sont mis au courant de la situation actuelle. Il lui précise que si elle choisit de partir, elle se réveillera à l'extérieur. Confuse, Sasaki lui demande si tout cela n'est pas un rêve, mais Kenjaku lui répond que c'est la fissure entre les rêves et la réalité, le royaume maudit. Il lui prend la main, l'avertit d'être prudente, puis la guide doucement vers la sortie de la barrière. Pendant ce temps, on aperçoit les combats sanglants qui ravagent le champ de bataille. Juste avant qu'ils se séparent, Kenjaku remercie mystérieusement Sasaki d'avoir passé du temps avec son fils avant qu'elle ne se réveille soudainement hors de la barrière, aux côtés d'Iguchi, son autre ami du premier chapitre. Heureuse de le retrouver, elle apprend qu'il a vu le même homme en rêve, tout comme tout le monde. Mais elle, intriguée, lui demande si cet homme a mentionné son fils, ce qui n'est pas le cas pour Iguchi, preuve que Kenjaku lui est réellement apparu en personne. Elle pense soudainement à Yuji Itadori. On revient ensuite au 11 novembre à 6 h dans la colonie de Sendai numéro 2. Yuji, Megumi, Akari, Panda et Kirara préparent leur stratégie pour la traque mortelle. Ils cherchent un joueur surnommé Ange, qu'ils reconnaîtront forcément quand ils le verront. Akari décide d'entrer dans la colonie numéro 2 avec Panda, tandis que Megumi et Yuji iront dans la numéro 1. Kirara reste à l'extérieur. Akari veut affronter lui-même le mystérieux Hajime Kashimo, le joueur avec le plus de points, donc sûrement le plus fort. Pendant ce temps, Panda peut se concentrer sur son museau pour flairer la trace de l'ange. Puisqu'ils n'ont aucun retour de Yuta, cela signifie sûrement qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone une fois à l'intérieur de la barrière. Il vaut donc mieux que quelqu'un reste dehors pour surveiller la situation. Yuji s'inquiète un peu. Il se dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée pour lui et Megumi d'être ensemble, vu que Sukuna devient de plus en plus louche. Mais Megumi, agacé, lui dit de fermer sa bouche et d'arrêter de se plaindre, car chacun doit jouer son rôle. Après une petite dispute entre les deux, on avance au lendemain, à midi, quand chacun arrive devant sa colonie. Kogane, l'entité qui régit le jeu, leur explique qu'un match à mort appelé traque mortelle fait rage à l'intérieur de cette barrière. Dès qu'ils y mettront les pieds, ils deviendront des joueurs. Il leur demande alors si, malgré tout ça, ils comptent vraiment y entrer. Akari, Panda, Yuji et Megumi acquiescent et s'apprêtent à entrer. En entrant dans la colonie numéro 1 de Tokyo, on découvre Hanyu, une femme imposante qui attend un signal de son partenaire, Rin Amai. Mais comme personne ne se montre, elle s'énerve, mais Rin lui dit qu'il n'est pour rien s'il n'y a personne, ce qui l'énerve davantage. Et Rin, qui tremblait de peur, s'excuse. Elle active alors sa technique occulte, transformant sa chevelure en propulseur dans son dos, prête à écraser Rin s'il continue à lui manquer de respect. À l'extérieur, Megumi explique à Yuji qu'ils doivent se méfier des exorcistes réincarnés provenant du passé. Il explique qu'ils vont tomber sur des individus venus du dernier millénaire. À cette époque, il y a 1 ou 2 siècles, la vie n'avait pas la même valeur, surtout pour les exorcistes. La plupart mouraient au combat et beaucoup étaient prêts, voire heureux de se battre jusqu'à la mort. C'est sans doute pour cette raison que certains ont noué un pacte avec Kenjaku. Il y a de fortes chances que Hajime Kashimo et Hiromi Higuruma viennent du passé. Il ne faut donc pas espérer négocier avec eux. En revanche, pour les exorcistes du présent qui ont été entraînés de force dans la traque mortelle, comme Tsumiki, ils pensent qu'il sera plus facile d'échanger des informations avec eux. Yuji ajoute qu'il faut aussi se méfier des fléaux. Quand ils frappent contre la barrière, Kogane réapparaît pour leur annoncer que le jeu commence. Déterminé à sauver sa sœur Tsumiki, Megumi entre malgré tout et déclare sa participation. Aussitôt franchi la barrière, les deux sont téléportés séparément à des endroits aléatoires. Yuji tombe littéralement du ciel sans comprendre ce qui se passe. On nous explique que tout joueur qui franchit cette barrière magique est téléporté au hasard vers l'un des 9 lieux prédéterminés. Il s'agit d'une règle propre à la barrière elle-même et non à la traque mortelle dans son ensemble. Cependant, ces 9 points d'arrivée sont surveillés par certains joueurs. Ces derniers profitent de la confusion des nouveaux entrants, déstabilisés par une règle qui n'est même pas mentionnée officiellement, pour les attaquer dès leur arrivée. Ce sont des chasseurs de noobs. Un de ces joueurs repère Yuji et envoie un signal lumineux à Hanyu. Elle fonce aussitôt, propulsée comme un jet, et percute Yuji de plein fouet, le projetant à travers 2 bâtiments. Mais Yuji est un monstre physique, il se relève presque aussitôt, prêt à riposter. Surprise par sa résistance, Hanyu appelle son chéri, mais Yuji ramasse un débris et le lance vers elle, la blessant à l'abdomen. Elle est stupéfaite et comprend qu'il l'avait ramassé plus tôt pour le charger en énergie occulte. On aperçoit un homme qui vole grâce à une technique ressemblant à des hélices d'hélicoptère. Fou de rage, il exige de savoir ce que Yuji a fait à sa femme. Pendant ce temps, Rin, sur un autre toit, observe la scène et se dit que ce garçon lui rappelle quelqu'un,
avant de se souvenir du nom Itadori. De son côté, Megumi affronte une fille qu'il vient de neutraliser. Quand elle lui demande pourquoi il l'a attaquée, il réplique froidement que c'est elle qui a frappé la première. Elle lui propose alors un marché, elle lui donnera les infos qu'il cherche sur Hiromi Iguruma, à condition qu'il devienne son chevalier. Elle précise que son chevalier doit être prêt à donner sa vie pour la protéger. Megumi accepte, mais à sa manière, il lui ordonne de marcher devant lui et lui promet de la protéger seulement si elle dit la vérité. Sinon, il n'hésitera pas à la tuer pour gagner des points tout en précisant qu'il n'est pas comme Yuji. La fille, amusée, lui sourit et ajoute qu'elle s'appelle Miss mais qu'il peut l'appeler Rémi. De retour au combat avec Yuji, celui-ci commence son affrontement contre Aba en lui lançant une pierre chargée d'énergie occulte. Cela ne représente toutefois pas une grande menace car Aba la détruit facilement grâce à son hélice tournant à grande vitesse. Profitant de l'ouverture, Yuji réduit immédiatement la distance. Il court sur le toit de l'immeuble et utilise sa force physique démente pour bondir dans les airs, attraper la jambe de son ennemi, puis le projeter violemment vers le bas, le traînant à travers la façade du bâtiment qu'il détruit complètement. Surpris par les capacités physiques abusées de Yuji, Aba parvient à se dégager et tente une contre-attaque, mais Yuji l'anticipe et choisit de se replier. Yuji se rend compte que Aba n'exploite pas l'avantage de la hauteur et qu'il attaque uniquement avec l'arme située sur sa tête. D'ailleurs, il remarque que les deux adversaires qu'il a affrontés jusqu'ici avaient une obsession étrange pour transformer leur tête en véhicule militaire. Yuji attire finalement Aba à l'intérieur du bâtiment où l'espace est beaucoup plus confiné. Aba pense intérieurement que Yuji pense avoir trouvé une bonne stratégie pour piéger son hélice. Mais il va ajuster la longueur et l'angle, puis augmente la rotation ainsi que la résistance. Il descend aussitôt, sûr que ses hélices peuvent littéralement tout réduire en morceaux. En repérant Yuji, il fonce tête la première en tournant comme une perceuse, cherchant à tout annihiler sur son passage. Il déclare qu'il va le transformer en smoothie. En réfléchissant, Yuji se rappelle que Hanyu a été facilement vaincu parce que sa technique basée sur ses cheveux laissait le reste de son corps sans protection d'énergie occulte. Mais peu importe la robustesse d'un adversaire, la tête reste toujours un point vital. Tant qu'il peut frapper sans toucher les hélices, Yuji est convaincu de pouvoir vaincre son ennemi. Lorsque Aba se rapproche enfin, Yuji passe en mode énergie occulte concentrée et lui assène un coup de poing directement sur le sommet du crâne, stoppant net son assaut et faisant couler le sang de sa tête. Malgré son cerveau violemment secoué à l'intérieur de son crâne, Aba reste debout. Il se met à rire et affirme avec arrogance que Yuji s'est cassé la main. Mais au moment même où il déclare que Yuji est fini, ce dernier n'en a rien à faire et l'achève calmement d'un coup de pied, l'envoyant voler à travers le couloir. Restant sur place, Yuji secoue la douleur qu'il vient d'encaisser et réalise qu'il doit encore interroger cet homme au sujet d'Iguruma. Pourtant, alors qu'il s'apprête à poser la question, Rin apparaît soudainement derrière lui, affirmant qu'il connaît Iguruma et demandant à Yuji s'il se souvient de lui. Ce dernier ne se souvient même pas de lui et se demande si c'est Kogane mais se rappelle qu'on ne peut pas voir le visage. Yuji lui demande s'ils se sont déjà rencontrés et ajoute qu'il a une bonne mémoire visuelle. Voyant la méfiance de Yuji, Rin précise qu'il le connaît seulement sous le surnom du Tigre du Collège Ouest, ce qui embarrasse Yuji.